Bien, mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Bien, mais donc on peut commencer avec le sujet du jour. Et donc, c'est Linda Schmitz qui va nous présenter avec les commentaires avisés de Daniel de Backer une fuite récidivante. Nous t'écoutons. Voilà, on nous a demandé de présenter un cas clinique par rapport à une fuite récidivante. Donc, en fait, il s'agit d'une femme de 51 ans qui était amenée par le SMUR au service des urgences, en fait, pendant la période d'hiver. Son motif d'admission, c'était malaise. En fait, à l'anamnèse, en fait, la patiente se plaignait de faiblesse, en fait, depuis 3 jours, de douleurs abdominales, de nausées, vomissements et d'une inappétence. Elle ne présentait pas de fièvre, pas de diarrhée, pas de douleur thoracique. À l'arrivée, en fait, du SMUR, parce qu'ils ont appelé le SMUR, la famille, elle avait une tachycardie sinusale et la tension artérielle n'était pas prenable. Elle avait une glycémie plutôt élevée à 414 et ils ont commencé par un remplissage d'un NaCl09 et ils l'ont transférée à l'hôpital. En fait, l'examen physique à l'admission aux urgences montrait des paramètres plutôt corrects, par contre, avec une tension qui était bonne, un rythme cardiaque plutôt tachycarde, une saturation qui était correcte à 96% à l'air ambiant et elle était apyrétique. La glycémie était élevée à 369, était bien éveillée, pas de déficit neurologique, un examen clinique plutôt banal, des bons pouls périphériques et pas d'œdème. Comme antécédent, cette dame en fait, était hypothyroïdienne, présentait un diabète gestationnel dont la dernière grossesse était en 2013. Elle avait une MGUS en fait à IgG-kappa et elle avait eu une admission aux urgences en fait en mars 2023 où elle était venue pour dégradation de l'état général avec des œdèmes des membres inférieurs et de la dyspnée. Elle avait des antécédents chirurgicaux malgré qu'elle n'était pas très âgée, déjà de PTH bilatéral et quelques antécédents familiaux, donc la mère qui avait eu un néo de sein et le père Alzheimer. Elle avait qu'un traitement à domicile de L-thyroxine 75 et elle n'avait pas d'allergie connue. Voilà, quel examen complémentaire comptez-vous faire à ce moment? Alors, alors, qui commence? Bon, on peut déjà dire qu'il y a il y a sûrement une fuite déjà, qu'il y a une fuite de glucose dans ses urines, hein. Je ne sais pas si ça va être ça, la fuite récidivante, mais par ailleurs, il n'y a pas de raison que ça donne un malaise, quoique, hein, elle pourrait être dyspnique, parce que tu n'as pas montré son iono. Bon, elle sera en acidose métabolique sur un diabète. Donc, ces bicards, peut déjà nous dire ça, combien ils sont? À 16. 16. Ah, OK. Bon, bah, alors c'est fini, hein, une acidocétose, ça on a déjà vu. Bon, on termine là tout de suite ou quoi? Bon. Autre chose comme. Et là, il n'y a pas d'œdème là, quand elle arrive? Quand elle arrive, non, c'est pas décrit. Pas d'œdème. Bon, première chose, c'est voilà, c'est de voir le reste de la biologie et puis après, on verra en fonction. Bah, du point de vue du traitement, on sait déjà qu'elle va avoir besoin d'insuline. Ça, c'est pas un grand mystère. Et attention, parce que quand on met de l'insuline, on peut attraper des œdèmes, hein. Quand on débute une insulinothérapie, allez, allons-y. Voilà, donc un laboratoire fait aux urgences. Euh, voilà, comme vous voulez voir, l'hémoglobine est plutôt élevée, en fait, à 21 grammes avec une hématocrite élevée. En fait, elle a une insuffisance rénale légère avec une créate à 1,69 et une urée un peu élevée, une glycémie à 315 et un syndrome inflammatoire un peu élevé. Le restant avait l'air plutôt normal. Après, il réalise une gazométrie artérielle en fait, qui montre une acidose métabolique. En fait, avec de lactatémie en fait, à 4,6, un bas excès qui est à moins 11,4 et une glycémie qui reste élevée à 369. Il réalise une petite gazométrie veineuse périphérique, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Culture d'urine, en fait, qui sont a posteriori négatives. Et on trouve une croix de protéines, d'acétone et 3 croix de glucose. ECG montre une tachycardie sinusale.
Attends, Voilà. reviens un petit peu. Alors, ça mérite quand même 108 plus 16. 108 plus 16, ça fait 124. Et 131 moins 124, c'est 7, c'est pas grand-chose. Donc, elle a, au vu de son INO, elle a plutôt une acidose de type hyperchlorémique. D'ailleurs, eu égard à une natrémie à 131, on s'attendra à avoir un chlore plus bas parce qu'il y a un certain état de ce point de vue-là de dilution. Il a une insuffisance rénale. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de son rein, qui n'est peut-être pas uniquement de la déshydratation. Donc il y a un point qui m'interpelle. Oui, alors c'est clair. Ouais, l'autre point aussi, c'est que bon, si on n'a pas de problème pulmonaire, mais Daniel pourra peut-être faire un commentaire là-dessus, s'il n'y a pas de problème pulmonaire et qu'on est en acidose métabolique, je m'attendrai à avoir mieux que 81 de PO2. Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Bon, oui, tout à fait d'accord. Je pense que j'ai entendu derrière d'autres qui disaient qu'elle était un petit peu hypoxémique. Effectivement, on entendrait pour quelqu'un de cet âge-là d'avoir plutôt dans tout 900 de PO2 dans les conditions actuelles. Ce qui frappe aussi, c'est qu'on a dit son lactate et qui est quand même franchement élevé déjà à ce niveau-là. Et la SVO2, bah, malgré tout, elle est vraiment fort basse. Donc là aussi, ça signe quand même que cette patiente a probablement des problèmes de perfusion non négligeables et qui ne rentrent pas dans beaucoup d'autres diagnostics classiques qu'on va faire ici. Oui. Donc, on pourrait dire qu'elle a une acidose métabolique probablement mixte, à la fois avec une lactacidémie et peut-être une composante éventuellement tubulaire. L'autre point, évidemment, c'est son hémoconcentration et donc avec un tel niveau d'hématocrite, ça ne doit pas perfuser correctement au niveau des petits vaisseaux. Et encore une fois, je dis les SVO2 basses, ça veut dire aussi qu'effectivement, malgré, entre guillemets, une hémoglobine normale qui laisserait supposer que le transport d'oxygène pourrait être normal, ben, on a une SVO2 qui est très basse et donc ça veut dire que ça circule vraiment très, très, très mal et donc qu'effectivement, le débit doit être probablement très effondré chez les patientes. Mais par rapport à l'SVO2, c'est une SVO2 qui était prise en veine périphérique, hein, au niveau du bourg à pain, au niveau central. Ça, c'est Ouais. important quand même de le spécifier. Hein. OK. Ça avant tout traitement. Oui, tout à fait. Autre question, commentaire? Malaise, c'était Attends. Parle-en le micro. le malaise pas convulsif, Non. son lactate. Elle est toujours restée bien consciente, en fait. Elle était un peu encéphalopathe, mais toujours bien consciente. Et l'admission aux urgences précédente, il y avait un tableau biologique un peu semblable. On a dit qu'il y avait eu un malaise là, avec des œdèmes, de la dyspnée, machin. On le développera plus tard. D'accord. Donc c'est une bonne question, mais c'est prématuré. D'accord, ok, merci. Oui, alors. Et elle n'avait pas d'hyperéosinophilie. Non. À quoi tu penses? Soit je peux donner des réponses. Oui. Soit c'est un syndrome de Gleisch, soit c'est un syndrome de Clarkson. Ok. D'accord. Entre Gleisch et Clarkson. Bon, pour le Gleisch, donc c'est un angioedème épisodique associé à une hyperéosinophilie. En fait, c'est une forme particulière du syndrome hyperéosinophilique lymphocytaire, avec une population très souvent CD3-, CD4+, et des manifestations plutôt d'angioedème. Et Clarkson, bon, on verra ça peut-être plus tard dans la suite de l'exposé. OK. Voilà, le traitement donné en fait en préhospitalier, comme vous aviez déjà vu, c'était un remplissage intravasculaire puis non transféré. Et aux urgences, comme on vient de dire précédemment, on a entamé un traitement par actrafite et ils ont continué un remplissage intravasculaire. Et en fait, le diagnostic était plutôt une hypovolémie, déshydratation
suite au vomissement qu'elle avait eu et suite à ce contexte de probable diabète des nouveaux décompensé. Donc, ils ont demandé de transférer la patiente aux soins intensifs. Et donc, voilà, on a déjà un peu discuté maintenant, donc on peut continuer. En fait, elle dit plutôt passer en fait, à une suspicion peut-être de sepsis et une composante quand même de fuite capillaire possible, comme les sepsis-like syndrome. Donc, nous, on était plutôt partis sur ça lorsque la patiente est partie aux soins intensifs. Lorsqu'elle est arrivée, elle était un peu hypotendue, toujours tachycarde, mais elle avait déjà été bien remplie en fait aux soins intensifs, aux urgences, pardon. Et elle gardait quand même toujours une saturation un peu limite par rapport à son âge. Elle était encéphalopathe et le restant de l'examen clinique restait toujours plutôt normal. Donc, on a également réalisé des examens complémentaires, donc une prise de sang qui montre en fait toujours une hémoconcentration en fait, qui est un peu moins importante qu'à l'arrivée, mais qui est toujours bien présente. Une albumine qui n'avait pas été dosée aux urgences, donc on ne peut pas faire de comparatif. Une légère insuffisance rénale, en fait, qui reste toujours plus ou moins stable par rapport à l'entrée aussi. Une glycémie qui est mieux contrôlée, une acidose métabolique qui reste toujours persistante avec un bicarbonate qui reste plutôt bas et un syndrome inflammatoire. Oui, oui, peut-être par rapport à ces résultats complémentaires-là, on note que l'hémoglobine glyquée est à 6,5. Ça, c'est un renseignement quand même intéressant, en ce sens que sa décompensation diabétique, elle est de fraîche date. Ce n'est pas comme un diabète qui se serait installé depuis plusieurs mois. Donc, on est vraiment dans une situation aiguë, y compris pour la composante diabétique. Et sinon, pour le reste, ça reste un peu équivalent. Ce qu'on peut éventuellement dire aussi, c'est que et c'est ce qui doit frapper, à mon sens, directement, c'est devant un état d'hémoconcentration, il y a une discordance entre l'hématocrite et l'albumine. Si on a une simple hémoconcentration, quelqu'un qui est déshydraté, mais on devrait avoir proportionnellement la même augmentation d'hématocrite et celle de l'albumine. Voilà. Sous réserve qu'il y ait peut-être une petite hypoalbuminémie liée au contexte inflammatoire. Mais enfin, ici, ça, c'est quelque chose qui choque. Donc, cette albumine, elle doit être quelque part. On est dans une situation aiguë. On ne peut pas se dire qu'il y a eu une perte d'albumine progressive. Et donc, voilà, dans les urines ou ailleurs. Oui. Voilà, on met en place un monitoring un peu plus invasif. Donc, on mettra en place un cathé artériel pour suivre mieux ses gazos artériels, où on voit toujours son acidose métabolique, en fait, avec une lactatémie qui ne change pas beaucoup à 4,2. Bon, on fait des hémocultures qui se relèvent négatives par après, en fait. Donc, ça n'a pas bien sûr les résultats directement. On met en place un cathé central et en fait, la saturation veineuse centrale est quand même pas si abaissée. Elle est à 61%, mais elle est quand même un peu abaissée pour une dame qui devrait être en sepsis et qui est jeune. Donc, donc SVO2 est quand même abaissé. On fait également des hémocultures sur le cathé central qui se révèlent aussi négatives par après. Et on réalise une échographie cardiaque dont la qualité n'est pas très bonne, mais qui montre une bonne contractilité avec avec des cavités de petite taille qui seraient plutôt en faveur d'une hypovolémie. Et on réalise aussi un CT abdominal et en même temps un CT thoracique, vu les douleurs abdominales au départ. Et donc, finalement, l'abdomen est plutôt normal. Il n'y a pas d'acide ou d'anomalie relevée, en fait, en tout cas au niveau du CT de l'abdomen. Par contre, on met en évidence des condensations basales qui ont l'air plutôt secondaires sur des atélectasies. Voilà sa radio, en fait, à l'admission aux soins intensifs, qui montre peut-être une légère surcharge vasculaire pulmonaire, mais à part ça, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de particulier. Isabelle? Attendez, je me suis trompée là. Voilà.
vu qu'on était encore dans la saison d'hiver, en fait, on a fait des PCR grippe qui sont relevés négatifs. Par contre, on a mis en évidence que madame était Covid positif et en fait, son cyclage était à 12,5, donc c'était plutôt une infection récente, en fait, à Covid-19. Ah. Jean, commentaire, là? Il y a un truc infectieux qui arrive. Pas de commentaire? Jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu par le problème infectieux. Ok. Non, mais effectivement, il y a très peu de cycles, donc ça veut dire qu'il y a énormément de morceaux de SARS-CoV-2, ça c'est clair. Alors. Il n'est pas passé au micro. Ah oui, oui, oui. Ah. Oui, oui. Non, Tu penses pas que je ne pense pas à un primum novens infectieux à ce point-ci. Et bon, effectivement, elle a un SARS-CoV-2. Ça vaudrait quand même la peine. Bon, effectivement, 12,5. On va voir aussi, je suppose qu'on va vérifier pour voir comment ces cycles évoluent. Mais ça plaide pour une infection qui date d'il y a 2-3 jours, enfin, ou 4-5 jours max. Donc, si on reprend au départ, finalement, on a quelqu'un qui a un peu ces signes digestifs assez classiques de ces Covid les plus récents. Un PCR qui colle assez fort avec ça. Donc, on peut accepter effectivement l'infection par le Covid. Par contre, ce qui bloque un petit peu, c'est est-ce qu'on imagine que ce Covid seul peut expliquer par ses vomissements et autres, l'hémoconcentration? On peut imaginer qu'effectivement, il y a un peu de stress et que sa glycémie est montée grâce à cause de ça, que ses blancs sont montés à cause de tout l'engagement du stress, etc. Mais c'est quand même pas classique de voir un lactate aux alentours de 5, de voir cette tachycardie qui persiste malgré un remplissage vasculaire quand même assez conséquent aux urgences, il faut bien rester honnête, et cette hémoconcentration quand même assez caricaturale qu'on voit ici. Donc, un peu inhabituel par rapport un peu inhabituel par rapport aux situations qu'on rencontre fréquemment. Si je peux rajouter, d'habitude, ces patients-là, nous, on ne les voit pas à l'USI. Je veux dire, fondamentalement, c'est un patient qui peut-être va se présenter aux urgences, va être un petit peu réhydraté aux urgences, et puis, ou il reste 24 heures à l'hôpital, ou il va rentrer à la maison. Je veux dire, mais c'est rare que, vu l'atteinte pulmonaire qui est inexistante, vu normalement, ce patient-là, sur un simple Covid, avec une atteinte digestive, aurait dû rentrer à la maison. OK. Mais donc, elle est quand même pas en bon état. Et donc, remdesivir? Ben, donc, dans les questions qu'on aurait pu se poser, mais donc, la question n'a pas eu le temps de se poser. Parce que le développement va s'enchaîner assez rapidement. OK, mais si tu avais le temps? J'appelle l'infectiologue. Alors, Jean, écoute, donc cette dame ne va pas bien, elle fait une infection aiguë COVID. On peut dire quelque part qu'elle est dans une situation potentiellement à risque parce que, bon, même si elle n'est pas immunodéprimée, elle a une insuffisance rénale, elle a un diabète, etc., etc. Mais ce qui me dérange quand même, c'est qu'au niveau pulmonaire, il y a rien. Il y avait des condensations basales. Attends. Basales. Oui, il y a des condensations. Attends. Alors, On n'a pas vu le scanner, mais il y avait des condensations. Il y avait oui, je n'ai pas mis les images, c'est vrai. Et il n'y avait que des condensations basales. Il n'y avait pas de verre dépoli. OK. On est... Ah, oui. Je dis rien parce que sinon je vais devoir couper. OK. Voilà, donc on a continué aux soins intensifs le remplissage intravasculaire. Donc, elle a eu encore 2 litres de cristalloïdes et 2 albumines de 20%. Puis, on a fait des corrections quand même d'électrolytes parce qu'il y avait quand même pas mal de modifications des électrolytes. On a poursuivi le traitement par glycémie et on a mis une antibiothérapie empirique par augmentin pour une suspicion de surinfection pulmonaire suite à ces condensations pulmonaires. Bon, en cours de journée, en fait, la patiente est devenue de plus en plus tachycarde, marbrée, vasoconstrictée. Elle a toujours gardé une tension plutôt correcte, mais elle devenait de plus en plus tachycarde et son lactate ne descendait pas. Elle restait toujours en fait avec une lactatémie très élevée. Elle se sentait de plus en plus dyspnéique, malgré que l'oxygénation restait plus ou moins normale. Donc ses PaO2 n'ont pas beaucoup diminué, en fait, sont toujours restés plus ou moins les mêmes. Elle se plaint de plus en plus de douleurs abdominales aussi. Et donc, on décide de refaire en fait un laboratoire de contrôle début d'après-midi. Et on retombe en fait
voilà, je vous ai mis les valeurs principales en fait positives. Donc de nouveau, on a toujours cette hémoconcentration, une hypoalbuminémie qui commence à se manifester en descendant de 30 à 22 grammes et on lance également de nouveau une électrophorèse des protéines. Je pense que là, on doit restopper un petit peu parce que je pense que le titre était la fuite. Bah, donc, je pense que tout le monde a compris la fuite. On va devoir discuter quel type de fuite on a finalement parce que est-ce que c'est via les orifices entre guillemets naturels? On ne s'y attend pas, puisqu'effectivement, comme on voit, l'albumine elle chute de manière très, très importante et beaucoup trop importante, tout en gardant effectivement l'hématocrite qui reste figé à ses 60% comme au départ. Donc, ça veut dire on n'a pas 50 000 endroits où on peut avoir ce genre de soucis. Ça veut dire qu'on a une disruption quelque part au niveau de l'endothélium vasculaire pour donner ça. Je veux dire, les brûlés pourraient avoir ce genre de choses, ou au niveau de la zone brûlée, on va perdre l'albumine et on va se retrouver effectivement avec une hémoconcentration très, très importante. Mais si on avait un endothélium qui était fonctionnel, on peut effectivement avoir une perméabilité augmentée, on peut se retrouver avec l'hématocrite élevé, mais l'albumine, comme on l'a dit au départ, devrait rester élevé. Et ici, on a administré l'albumine et on voit une chute de l'albumine, ce qui est vraiment le signe qu'on a une dysfonction endothéliale majeure à ce niveau-là. Et donc, probablement aussi au niveau pulmonaire, ce qui pourrait expliquer le point d'interrogation qui était cette saturation insuffisante. Gleisch, Clarkson, Gleisch pas. Alors, Clarkson. C'est quoi ça, Clarkson? Le Clarkson, c'est un syndrome de fuite capillaire associé à une gammapathie monoclonale. OK, notamment, j'imagine on va pouvoir... Non, ce qui est intéressant, évidemment, là-dessus, évidemment, je frétille déjà voir la suite par rapport à la gammopathie et le SARS-CoV-2 qui viennent se mélanger. Hein? Oui, OK. Pour d'autres idées, parce qu'on va bientôt dévoiler la diagnostic. Ben oui, vu les antécédents d'Embus, maintenant qu'on a progressé, je n'aurais pas dit ça au départ, je le reconnais bien, mais effectivement, les IgG AM, l'IEP, l'intensité du pic monoclonal, ça va devenir intéressant. Voilà. Donc, on vous a quand même facilité le travail parce que donc le MGUS, il était dans le dossier, personne ne l'avait noté. Donc, il y avait une électrophorèse qui avait été faite, dont les résultats étaient disponibles dans le dossier et c'est jamais repris par aucun médecin qui a ouvert le dossier par rapport à ça. Et donc, voilà, donc ça, donc je pense qu'un des points quand même, c'est que pour ici, le diagnostic sort et c'est assez facile. Mais quand on est en real life, c'est un petit peu plus compliqué et il faut certains diagnostics qui ne sont pas toujours présents. Et c'est surtout à la décharge de ceux qui s'en sont occupés aux urgences et en toute première ligne qu'il faut quand même le dire. Voilà. Voilà, donc on est devant un syndrome de fuite capillaire. Et donc on est devant un syndrome de fuite capillaire. Donc tu as gagné, Mathieu, maladie de Clarkson. Voilà, qui était probablement favorisée par son infection à Covid-19, qui était en fait le trigger en fait, de son Clarkson. Voilà, une fois que voilà, qu'on est tombé dessus, on s'est dit voilà, on va continuer le remplissage intravasculaire, mais on va le modérer pour éviter d'aggraver en fait la fuite capillaire qui était déjà en cours d'installation. On a continué en fait la correction électrolytique. Bon, on a commencé par des traitements à salbutamol, stéroïdes, et on a quand même donné en dernière instance des immunoglobulines lorsque la situation s'est aggravée de plus en plus et que madame allait de moins en moins bien. Et malheureusement, elle a fait un arrêt cardiaque brutal, en fait, devant le médecin qui était aux soins intensifs, qui allait lui refaire, en fait, une échographie cardiaque. Et donc, ils ont commencé une réanimation très prolongée de presque 2 heures. Et donc, avec un support important. Et donc, finalement, elle n'a pas été mise sous ECMO, vu la fuite capillaire importante. On savait que l'ECMO n'allait pas être salvatrice pour elle. Et donc, finalement, malheureusement, madame, elle est décédée, probablement sur un syndrome compartimental abdominal et un œdème myocardique secondaire, en fait, suite à cette fuite capillaire qui est devenue extrême. Voilà, ça, c'est l'électrophorèse qu'on a réalisé par après, qui montre de nouveau, en fait, ce pic, en fait, de kappa.
de gamma-globulines d'IgG-kappa, pardon, et voilà, qui était assez pathognomonique. Là, on voit vraiment la chute, en fait. C'était très, très rapide comme installation. Une fois entre 6 heures du matin, midi et l'après-midi à 17 heures, en fait, on a vraiment une chute de l'albumine, en fait, qui s'installe brutalement. Donc, probablement, on était un peu trompé aussi par le fait que l'albumine était un peu plus élevée aussi au départ. Oui, mais donc il y avait une composante d'hémoconcentration également qui a masqué la réalité de l'hypoalbuminémie. Tout à fait. Ouais. Et donc ici, en fait, on a relevé en fait aussi l'évolution en fait de l'hémoglobine en fait depuis que cette patiente en fait était admise dans les hôpitaux. Et en fait, on se rend bien compte qu'en fait là en mars, elle a aussi eu une hémoconcentration avec une hémoglobine qui a monté à 17,5 et qui était probablement une crise qui était moins grave que celle qu'elle a vécue. Bon, malheureusement, elle était fatale. Où on voit bien que son hémoconcentration était bien plus importante maintenant à l'arrivée. Et peut-être elle avait fait déjà des petits pics avant, comme celle de 15 que je n'ai pas entourée, mais bon, pour une dame quand même, qui n'était pas très grande, et je pense qu'elle avait déjà en fait des petits pics avant. Malheureusement, tout n'est pas recensé, donc c'est toujours difficile à retrouver par après. Pardon, et au mois de mars, il y a un événement intergérant qui peut expliquer Voilà. cette. Je vais vous présenter, voilà, on avait relevé aussi voilà, le cas où elle s'était présentée en fait en mars, où elle est venue en fait avec un rhume, des frissons, donc plutôt de nouveau un peu infectieux, de nouveau une dyspnée, tachycardie, fatigue, un peu les mêmes symptômes qu'elle a présentés en fait lors de son admission précédente, de son admission maintenant. Par contre, elle se plaignait à ce moment-là en fait de cuisses gonflées. Donc elle disait vraiment que sa jambe avait gonflé, qu'elle était remplie de liquide. Ça, c'était écrit comme ça, tel quel dans le dossier. Donc, ça, c'est vraiment un signe quand même important. Et c'est là aussi où ils avaient réalisé en fait l'électrophorèse qui était positif en fait pour un MGUS IgG-kappa. Et elle avait un infiltrate. Elle avait une hypoalbuminémie aussi à ce moment-là? Non. L'albumine n'était pas très abaissée. Non, pardon. L'albumine n'avait pas été faite parce qu'aux urgences, je pense qu'ils ne font pas l'albumine. Non, alors une des façons Ils ne font pas de l'albumine. court-circuiter cette absence-là, parce que là, on a souvent le calcium. Est-ce qu'on avait un calcium qui aurait pu, étant trop bas en calcium total, faire suspecter une hypoalbuminémie? Ça vaudra peut-être la peine de revoir. Parce que si on lui a fait si on a fait une gazo, ou même, on a le calcium plus facile que l'albumine, quoi. Ouais. Mais Elle n'a pas fait un Covid au passage à ce moment-là. elle n'a pas été testée en fait. Elle n'avait pas été Parce testée que à ce moment-là. ça pourrait aussi, hein. Possible. Et Il n'y avait pas de vous allez vaccination non plus à vous allez proximité. reparler des vaccins? On en parlera plus tard. D'accord. En tout cas, là, elle n'a pas eu de vaccination aux alentours, en tout cas, de cette admission, et non plus de l'admission, la dernière admission. Voilà. Donc, la maladie de Clarkson, c'est un syndrome de fuite capillaire idiopathique. En fait, elle a été décrite en 1960 par Monsieur Clarkson. C'est des épisodes récurrents en fait, qui se présentent par des hémoconcentrations, une hypotension artérielle qui n'est pas toujours présente, une hypoalbuminémie, une insuffisance rénale aiguë, une hypoperfusion et des œdèmes lorsque la situation est plus avancée. Généralement, ils peuvent quand même présenter souvent une asthénie, des malaises, des symptômes un peu diarrhée, rhinorrhée, tout. En fait, c'est une perméabilité augmentée au niveau endothélial avec un passage de plasma et des protéines dans du compartiment intravasculaire vers le compartiment interstitiel. Et il y a des épisodes variables selon la fréquence. Ça peut apparaître plusieurs fois dans l'année, ça peut arriver même quelques jours après. Et la sévérité est variable aussi et la fatalité aussi. Donc souvent, on peut dire qu'on parle aussi d'un syndrome, un sepsis-like syndrome, c'est-à-dire c'est des gens en fait qui présentent un syndrome inflammatoire et donc c'est aussi décrit des fuites capillaires en fait dans le sepsis. Et donc c'est pour ça qu'on était plutôt allé vers ce diagnostic au départ. Donc il y a la phase prodromique, puis il y a la phase d'état avec l'hémoconcentration, l'hypoalbuminémie, l'état clinique. Bon, soit ça évolue tout seul et ça récupère de soi-même. En fait, il ne faut pas faire grand-chose, un peu remplir, un peu corriger quelques électrolytes et la chose se rétablit assez d'elle-même. Et donc, c'est des gens qui sont souvent perdus dans la nature parce qu'ils font ils font
comme ça des petits épisodes récurrents qui ne sont pas très graves. Et donc, finalement, ça se passe comme ça sans se rendre vraiment compte. Et souvent, on fait des électrophorèses, on fait des protéines, et malheureusement, on ne les suit pas. Donc, ça, c'est aussi souvent un petit souci aussi. Et malheureusement, il y a quand même des cas qui évoluent en fait vers le décès. La vraie incidence, en fait, est méconnue. Et donc, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est des cas parfois qui sont perdus dans la nature, vu qu'ils ne font pas des crises très sévères et donc ils ne se rendent pas vraiment compte de leur maladie. Et donc, c'est important quand même de tenir compte aussi du diagnostic différentiel parce que ça reste quand même une maladie rare. Il y a plus ou moins 260 cas qui ont été décrits en fait mondialement. C'est des adultes. A priori, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ça peut aussi toucher des enfants moins de 5 mois. Et alors, la plupart des patients, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, ils ont quand même toujours un pic monoclonal dans l'électrophorèse des protéines. Malheureusement, la physiopathologie est très complexe et pas bien connue. Et donc, il y a plusieurs hypothèses qui ont été évoquées, parce qu'en fait, il s'agit d'une dysfonction de la barrière endothéliale qui est plutôt réversible, vu qu'il y a des cas qui évoluent bien et pour lesquels il ne faut pas faire grand-chose. Et donc, ils appellent ce genre de crise les flares. Donc, comme je vous ai dit, majoritairement, c'est des patients qui ont une MGUS, dont on ne connaît pas bien son rôle. Et alors, on a remarqué que durant les crises, en fait, il y a une augmentation de certains facteurs angiogéniques comme le VEGF et l'angiopoïétine 2, qui jouent un rôle, en fait, sur l'adhérence entre les cellules endothéliales. Et donc, ils jouent surtout un rôle sur la VE-cadérine, qui est souvent, en fait, enfouie une fois que le VEGF augmente ou l'angiopoïétine 2 augmente. Et donc, ça crée, en fait, suite à ce stimulus inflammatoire qui est important, en fait, ça influence alors ces protéines et en fait, il y a une augmentation de la perméabilité capillaire et comme ça, il y a une extravasation en fait des protéines qui se fait. Donc, bien sûr, il y a les molécules pro-inflammatoires qui sont impliquées aussi dedans, dont on voit aussi des augmentations de TNF-alpha et d'interleukine, qui seraient plutôt impliquées dans la contraction des cellules endothéliales. Ils ont fait des biopsies chez certaines personnes qui sont décédées. Ils ont même vu une sorte d'apoptose dans les cellules. On parle aussi d'une possible prédisposition génétique. Donc, il y a des études qui se font pour un peu évaluer le génome des gens qui ont fait le diagnostic et aussi des familles pour voir s'il y a un phénotype précis. Il faut bien sûr penser au diagnostic différentiel vu qu'il s'agit d'une maladie rare. Donc, bien sûr, c'est les patients ont pris des médicaments toxiques, bien sûr, des patients qui ont subi des chimiothérapies. Ça peut être parfois dans le cadre des infections comme le sepsis-like syndrome. S'il y a des pathologies dermatologiques auto-immunes associées, des hémopathies. Voilà. Souvent, on pense aussi à des réactions allergiques, donc l'œdème angioneurotique, l'angioœdème aussi, qui peut aussi se présenter par des œdèmes, l'insuffisance surrénalienne aiguë, l'hypothyroïdie sévère. Voilà, donc la présentation clinique, souvent c'est ça qui était un peu étonnant, c'est que madame ne s'est pas présentée avec des œdèmes importants à l'arrivée et ils ne se sont jamais vraiment manifestés au niveau des membres inférieurs. Après, il y a l'œdème pulmonaire, mais déjà, ça commence doucement et après, ça s'aggrave très rapidement. C'est une des complications qui mène malheureusement au décès. Le syndrome compartimental abdominal aussi, suite à des intestins qui commencent à gonfler aussi et de l'acide qui s'installe, donc les douleurs abdominales et des œdèmes musculaires qui peuvent aller jusqu'à la rhabdomyolyse. De nouveau, comme vous voyez, ces cellules, ces cytokines qui peuvent créer une altération en fait, de la paroi endothéliale et donc créer cette fuite capillaire qui est riche en protéines et en albumine. Et donc, on continue à remplir le patient, donnant de plus en plus de remplissage et la situation s'aggrave en fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire attention. Et aussi la présence de cette insuffisance rénale qui peut être une nécrose tubulaire ou une insuffisance rénale pré-rénale suite à l'hypovolémie. Voilà, Daniel, je te passe le micro. Un des points qui est effectivement un des points essentiels dans l'histoire, c'est l'œdème myocardique.
Et donc, c'était assez bien décrit. Et donc, on le voit bien ici sur ce patient, ici en pleine phase. Ce sont des Italiens qui avaient bien décrit ça ici. On voit bien l'œdème avec le septum qui est fortement épaissi. Idem pour la paroi postérieure et au passage de petites cavités. Et pour ceux qui font un peu d'écho, on voit également que les pressions intravasculaires sont basses à ce moment-là, avec un E égal au A. Alors qu'après résolution, on voit que ce patient ici, qui est un patient relativement jeune, avait à ce moment-là récupéré des pressions intravasculaires plus normales et qu'au contraire, on voit que les dimensions des cavités sont à nouveau normalisées et que le septum ici est moindre aussi. On a pu également montrer par des résonances cardiaques où on voit qu'effectivement, ici c'est à gauche en condition normale et à droite c'est pendant la phase, on voit effectivement l'accumulation liquidienne et l'épaississement du myocarde durant la phase. Et donc ça joue un rôle. Et au passage, pour ceux qui s'en souviennent, si on n'a pas fait une énorme publicité, on a eu une patiente qui malheureusement est également venue décéder dans notre service, qui avait eu un problème de klaxon également et qui avait été pour son premier épisode traité comme une myocardite, avait eu une ECMO, une assistance pendant un certain temps, avait eu des corticoïdes pour différentes choses et finalement avait gentiment résolu son problème, avait son MGUS et était passé au travers des radars parce que les cardiologues qui s'en occupaient à l'époque avaient dit bah oui, c'est myocardite, on ne sait pas très bien pourquoi, tout était négatif, etc. etc. C'était un petit virus qui avait décompensé ça et puis c'était rentré dans l'ordre. Et donc, clairement, lorsque cette dame était revenue, elle avait également un œdème myocardique tout à fait évident à l'écho. Elle, on l'avait mis sous ECMO et avec, comme on l'a dit, les problèmes majeurs de la fuite capillaire qui fait que notre ECMO se désamorce, le syndrome compartimental abdominal vient comprimer tout et empêche la circulation du sang. Et donc, in fine, ça n'est pas toujours une situation qui peut être sauvée par l'ECMO. Les gens de Paris ont décrit quelques patients qui passaient le cap sous ECMO, mais il faut que ça soit suffisamment limité au niveau de la fuite capillaire et que ce soit la dépression myocardique qui soit vraiment prédominante pour que c'est une chance de pouvoir fonctionner. Et donc, effectivement, ici, on voit l'épaisseur ici qui dépasse les 20 mm pour certains patients et qui rentre dans l'ordre à la phase de récupération. Et on voit qu'en termes de fraction d'éjection, c'est évidemment assez variable. N'oubliez pas que plus les cavités sont petites, moins on aura une altération de la fonction cardiaque sous forme de fraction d'éjection. Mais donc, on a souvent, évidemment, une altération de la contractilité, même si la fraction d'éjection peut aller, entre guillemets, dans tous les sens. Et donc, si on continue, c'est évidemment le rôle du Covid là-dedans, puisque donc dans les facteurs favorisants, il y a souvent effectivement le côté qui a été décrit des phénomènes infectieux, souvent viraux, et l'influenza avait été décrit auparavant, mais depuis forcément 2020, on a vu survenir pas mal de rapports de Clarkson décompensés par un Covid. Et donc ici, c'est les gens, les Français qui coordonnent la série Clark, mais donc c'est surtout les gens de la Pitié avec Pintron Chambrin qui est fort présent dans ce domaine, avec effectivement, comme vous le voyez, ici déjà 5 patients de leur cohorte qui effectivement étaient des patients qui arrivaient clairement avec, vous voyez, au-delà de 20 d'hémoglobine pour tous ces patients, avec effectivement 4 un Covid prouvé et déjà ici un point intéressant, un patient qui avait un vaccin qui était effectivement le Johnson & Johnson à l'époque. Et vous voyez un taux de survie ici, 20% de survie chez leurs patients, mais avec quand même des états de syndrome comportemental au niveau des membres, heureusement pas abdominal, qui avaient été décrits chez certains de ces patients. Donc vous voyez, ils avaient pour beaucoup la gammopathie monoclonale qui était décrite chez eux. Et par la suite, les Américains, et ça c'est évidemment Druet, Kevin Druet, qui est l'autre pape de la maladie de Clarkson, qui donc collecte toutes les données américaines et qui ici rapportait pour la vaccination, puisque donc il y a eu à un moment donné certaines questions sur la vaccination et tout est arrivé à peu près en même temps en Europe et aux États-Unis. Et ici, c'était décrit évidemment avec
avec comme vaccin, c'était le Pfizer ou le Moderna. Et on voit effectivement, encore une fois, des patients, âge moyen pour la plupart, des symptômes qui étaient effectivement un petit peu de type viraux, mais avec aussi, encore une fois, syncope, hypotension, tachycardie qui ressortent là. Un patient qui décède et les 2 autres qui s'en sortent. Et pour rappel, à l'époque aussi, ben, c'est surtout le Johnson Johnson qui a été incriminé plus que le vaccin Pfizer et Moderna, puisqu'effectivement, là, il y avait quand même 6 cas qui ont été décrits Et l'AstraZeneca aussi. et l'AstraZeneca effectivement aussi, et donc qui ont effectivement été associés à des effets secondaires assez marqués et un taux de décès en tout cas non négligeable dans ce contexte-là. Et notre patiente autre, c'était effectivement un vaccin par AstraZeneca qui avait été le trigger du problème avec vaccination et décès dans les 48 heures de la vaccination. Donc, des choses qui sont effectivement assez sérieuses et difficiles à comprendre pour les familles. Je te laisse continuer. Voilà, donc on en a déjà parlé, l'hémoconcentration, l'hypoalbuminémie, la MGUS. Et voilà le traitement. En fait, le traitement, c'est essentiellement un traitement supportif. En tout cas, dans la phase aiguë du traitement, lorsque le patient vient avec la maladie. Et donc, on fait des remplissages intravasculaires qui restent modérés avec des cristalloïdes et de l'albumine. Bon, et l'évolution, comme vous voyez, les complications dont on en a déjà parlé. Et en espérant, en fait, une fois qu'on donne des remplissages suffisants, il faut commencer à mettre des diurétiques aussi pour éviter, en fait, que les œdèmes s'installent, en espérant que la crise passe. Et donc, en fait, dans les études, on n'a que retrouvé, en fait, la prophylaxie, en fait, qui est de donner des immunoglobulines de manière prophylactique, une fois que le diagnostic de Clarkson est connu. Et donc, alors, il y a des traitements aussi, en fait, par terbutaline ou théophiline, ou l'association des 2, qui permettent, en fait, de stabiliser la paroi endothéliale, en fait, en augmentant l'AMP cyclique. Et donc, ça permet de garder l'intégrité cellulaire. Ça, c'est une des hypothèses. Mais ça n'a pas montré vraiment beaucoup d'avantages, l'utilisation des 2, mais on continue quand même à essayer la théophiline. Les corticoïdes, c'est pas décrit dans les traitements, mais souvent on les donne parce que voilà, on se dit ça pourrait réduire la réaction inflammatoire. Ici, dans notre cas, on avait donné les immunoglobulines parce que c'est vrai que parfois ça peut être donné en première intention, surtout dans les cas un peu dépassés et qui sont déjà très avancés. Mais ce n'est pas vraiment décrit actuellement comme recommandation en première ligne, en tout cas. Voilà, donc un petit. Donc, une fois de plus, vous voyez les Français avec Pinton de Chambrin, avec effectivement l'étude qui supporte l'utilisation des immunoglobulines. Et donc, c'est assez intéressant. On voit la série classique. Hein, on voit effectivement l'âge moyen qui est présent aux alentours d'une 50aine d'années, comme d'habitude. Avec ce qui est intéressant, encore une fois, l'IgG-kappa qui est effectivement dominante. Tous leurs patients ici avaient la gammapathie monoclonale. Une fois de plus, le trigger infectieux qui est assez présent dans beaucoup de cas. Attention, l'effort aussi peut être une cause de déclenchement de crise. Et la présentation, comme vous le voyez ici, avec effectivement l'hémoconcentration, l'hypoalbuminémie, qui est vraiment au moment du diagnostic les éléments cardinaux auxquels il faut donc faire penser à une fuite capillaire et pas une fuite entre guillemets normale ou plus normale comme on peut l'avoir dans le sepsis ou dans le choc anaphylactique ou dans plein d'autres choses effectivement à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une série qui est non randomisée, on est bien d'accord, mais vu le nombre faible de patients, c'est difficile de faire des larges études randomisées, on le concède, mais qui montrait qu'effectivement, en termes de suivi, qu'est-ce qu'il y avait surtout d'intéressant, c'est que même si le nombre d'attaques avant qu'ils aient initié les immunoglobulines était tout à fait similaire dans les 2 groupes, on voit que par la suite, il y a une diminution des attaques, aussi bien des attaques qui sont modérées ou diminuent de 50%, mais plus important
important encore, les attaques sévères ont fortement diminué par la suite. Et on voit qu'ici, sur une survie quand même à 10 ans, ce qui est quand même non négligeable, on a un gain assez important dans ça. Donc, c'est ce qui fait que, de manière globale, il est recommandé effectivement de donner ces immunoglobulines. Or, c'est évidemment des traitements assez récurrents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on voit effectivement les cas, ben, c'est effectivement cette présence de ce MGUS qui se retrouve de manière très fréquente, mais uniquement chez l'adulte. Il y a des cas pédiatriques. Les cas pédiatriques sont associés à d'autres physiopathologies parce que le MGUS n'est pas repris évidemment là-bas. Et donc, pourtant, les tableaux cliniques sont tout à fait identiques. Donc ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas. Alors, pour le MGUS, ben, il y a évidemment une panoplie de gens qui ont des MGUS qui se baladent dans la nature et qui ne font pas les Clarkson. Donc, pourquoi ces patients qui ont le syndrome de Clarkson ont tous quasiment le MGUS et pourquoi ils sont aidés par les immunoglobulines c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. On reste avec malheureusement trop de questions. Je ne sais pas si Élie, tu voudras commenter maintenant ou plus tard. C'est un petit peu comme tu veux. Donc, je voulais juste, pour terminer, bien remettre un petit peu ce qui se passe en termes de présentation pour les patients qui ont les formes les plus sévères à l'USI. Ça ne va pas être très long, vous en faites pas. Donc, on voit effectivement ici la grandeur des cohortes. Vous voyez qu'effectivement, ce n'est pas un nombre de patients extrêmement important. Encore une fois, la présence de la gammopathie monoclonale qui est vraiment extrêmement souvent décrite. Quand on voit effectivement, ça se présente, ça ressemble à un choc hypovolémique, etc., etc. Surtout, on fait parfois le diagnostic au moment du passage à l'USI pour à peu près la moitié des patients. Les autres étaient déjà connus auparavant. Et on voit que le trigger infection par une maladie de type un peu viral est vraiment extrêmement fréquent chez ces patients. Alors, la mortalité ne doit pas être négligée, puisqu'effectivement, c'est 30% de mortalité de tout venant, avec effectivement une incidence d'arrêt cardiaque qui n'est pas négligeable. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de bien se rendre compte que quand on voit les survivants et non survivants, ce qui va faire, on ne sait pas pourquoi, mais c'est clair que les non survivants, ils vont auto-limiter leur fuite. Et donc, on va se contenter, si on peut dire, de 4,5 litres à 5 litres de remplissage par des cristalloïdes, pouvant aller jusqu'à à peu près 10 litres. Et on voit que ce chiffre de 10 litres est vraiment l'élément qui sépare un petit peu les deux. Ce qui est inquiétant, c'est que quand on voit pour le restant des traitements qui sont donnés, les immunoglobulines en thérapeutique ne préviennent pas quoi que ce soit, les bêta-amyloïtiques finalement pas non plus, et donc on est assez limité dans les traitements qu'on peut donner à nos patients. Et on voit qu'effectivement, le développement du syndrome compartimental est également lié à ce cut-off de 10 litres et la survie, on dit qu'aux alentours de 10 litres, on commence à séparer un petit peu les survivants et non survivants. On ne peut rien y faire, mais c'est en tout cas quelque chose pour lequel, quand on y arrive, c'est important. Et donc, je laisse Linda conclure et puis Élie va nous faire quelques commentaires sur les immunoglobulines. Merci. Donc, il s'agit d'une maladie rare. Attention au diagnostic différentiel. On sait qu'il y a souvent quand même un trigger associé en fait à cette maladie qui est souvent, comme vous avez vu, infectieux. Il s'agit d'un diagnostic principalement clinique et biologique, donc les différents symptômes cliniques et biologiques qu'on vous a montrés, qu'il s'agit d'un traitement principalement supportif et donc la prophylaxie par les immunoglobulines qui sont données à 1 à 2 grammes par kilo par mois afin d'éviter les formes graves. Moi, j'avais retrouvé une autre série qui diminuait quand même la mortalité à 5 ans de 95%, surtout pour les formes graves, bien sûr. Importance d'un suivi des patients, parce qu'il y a quand même des cas de myélome qui ont été rapportés aussi, donc cette maladie peut évoluer aussi vers des myélomes. Vigilance, il y a des infections et une vaccination, donc facteur déclenchant. Et donc peut-être dans le futur, il y aura des traitements un peu plus spécifiques qui pourront être dirigés contre certains facteurs qui déclenchent cette maladie. Merci. Merci. Je peux juste rajouter une petite chose, c'est pour les vaccinations. Quasiment tous les patients qui ont eu des gros problèmes post-vaccination Covid, en tout cas, c'était des patients qui étaient
pas sous immunoglobuline auparavant. Et donc, ça, c'est les gens, encore une fois, des États-Unis qui ont bien montré ça. C'est qu'effectivement, dans leur série de patients, qui sont une soixantaine, septantaine de patients, les 3 patients qui avaient fait des problèmes suite à la vaccination, c'était des patients qui n'avaient pas de prévention par immunoglobuline. Tous les autres avaient fait des petites réactions, mais n'avaient pas été plus loin que ça. Oui, Donc, ça voudrait dire que les patients contre un MGUS ne devraient pas être vaccinés. Ou qu'il faudrait d'abord leur donner des immunoglobulines non spécifiques avant, au risque de diminuer la réponse vaccinale. S'ils ont un Clarkson, par définition, ils devraient normalement recevoir les immunoglobulines. Oui. Et à ce moment-là, c'est Drouet qui disait bien que ce n'était pas une contre-indication à la vaccination, que du contraire, puisque donc ils vont moins faire des complications infectieuses, etc. par après. Donc, mais donc, par contre, ils insistaient bien sur le fait de ne pas oublier de donner les immunoglobulines avant de faire les vaccinations. Ah oui. De ne pas le faire quand ils sont un peu en fin d'efficacité des immunoglobulines. Le cas qu'on avait eu et qui se présentait un petit peu de la même manière qu'ici, c'était une dame qui avait fait une myocardite, entre guillemets, mais qui était déjà un premier épisode. Et puis, sur les quelques cas qui ont été des signaux post-vaccinaux, leur première impression était que c'était plutôt AstraZeneca. Et donc, c'était plutôt un vecteur viral qui pouvait participer à la physiopathologie. Puis, comme tu l'as dit, il y a eu d'autres cas qui se sont rajoutés, qui étaient finalement d'autres vaccins. Donc, ce n'est pas ça le phénomène. Ben, finalement, quand on dit pourquoi est-ce que certains font et d'autres ne font pas, mais la question, on peut également la reprendre pour toutes les manifestations liées à des MGUS. Et donc, on pourrait ici introduire le concept complémentaire dans les gammopathies monoclonales de signification clinique, où il y a toute une série d'exemples, et ceci est un exemple complémentaire. Et donc, je ne réponds pas à la question, mais ça reste de toute façon, pourquoi est-ce que certains MGUS ont une signification clinique et d'autres pas? Ça reste quand même inconnu. L'autre point, bon, je me souviens comme ça à Erasmus, bon, je tournais un week-end et puis bon, une dame qui était en pneumo avec un problème, enfin toujours un petit peu le même problème, elle était rapidement à l'USI. Comme souvent, les situations se sont dégradées assez rapidement. Et puis en repensant, c'était dans ton tableau des différentes causes. Je pensais au gros traitement avec l'IL-2 qu'on donnait à certains moments dans les cancers du rein. Et il faisait des tableaux de fuite capillaire énormes. Et donc, je me suis dit, et si c'était l'IL-2 qui était un des triggers qu'on pourrait imaginer, d'ailleurs, avec toute infection virale. Et donc, j'avais vu les néphros, je dis, j'ai absolument besoin d'un anti-IL-2 que vous donnez à vos greffés. Donc, ça a discuté, on était en dehors on n'avait pas de temps de faire une réunion de la commission d'éthique, etc. Donc, on lui a mis cet anti-IL-2 en désespoir de cause, et après avoir expliqué à la famille, et ça n'a servi à rien. Alors, quand tu parlais des bêta-mimétiques, etc., en ciblant l'endothélium, est-ce que c'est comme ça que c'est censé agir ou bien en augmentant la pression du sphincter précapillaire et alors en empêchant de cette façon-là, si tu veux, le sang d'arriver au niveau du lit capillaire Non, c'est malheureusement, enfin, c'est plutôt l'inverse. Les bêta-2 mimétiques sont plutôt dilatateurs en pré? en pré. OK, mais Et donc, ouais, mais donc c'est c'est pas. un peu, oui, c'est Ça un a peu un effet contre-intuitif. au niveau des globules blancs pour diminuer le relargage de TNF et autres. Donc peut-être que là, ça peut jouer un rôle aussi. Ça améliore aussi la diapédèse des globules blancs, etc. Et donc cet aspect-là de la microcirculation peut être amélioré. Mais en tout cas, ça semble plus être un effet au niveau de la fonction endothéliale en elle-même. Mais cet effet est assez mitigé. Ce n'est pas un effet très, très, très important. Et d'ailleurs, dans les séries plus récentes de Français et autres, les bêta-2 mimétiques sont repris parce qu'on a difficile souvent de ne pas les donner, mais il n'y a pas de grande différence entre les survivants et non survivants dans l'utilisation des bêta-2 mimétiques. Mais c'est vrai qu'on les utilise. Je veux dire, je me souviens qu'on était ensemble à Erasmus il y a très, très, très longtemps.
et on avait un jeune d'une trentaine d'années que tu suivais de l'étage que tu nous avais fait descendre et qui, sous bêta-amétique, avait d'abord eu une certaine amélioration et puis avait Oui. échappé au bout d'un certain temps. Mais probablement sur infection, il était mort, mais il avait, en tout cas sur le départ, il avait fortement amélioré son état de fuite capillaire. Mais c'était des grosses doses de bêta-amétique qu'on avait mis à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'autres traitements qu'avant les années 2000 qu'on pouvait donner. OK. J'avais une petite question. J'ai l'impression que sur le premier labo, vous aviez parlé d'une immunodépression, non? En monocyte. Ouais, donc c'était effectivement quand on voit l'HLA-DR qui était effectivement fortement diminué, mais qui est un peu classique de beaucoup de Covid sévères aussi. Donc c'est difficile de savoir si c'est lié à son état de sévérité au sens large, je veux dire, c'est-à-dire le stress, l'hypotension, etc. Est-ce que c'est lié à la sévérité du Covid ou est-ce que c'est juste anecdotique? C'est plus compliqué à dire ici. Et c'est ça, et ça n'a pas été décrit dans les autres cas, s'il y avait justement une immunodépression, parce que c'est vrai que ce lien thérapeutique des Voilà. immunoglobulines, on aurait envie de le lier Ça avec n'est l'immunodépression. pas réalisé de manière systématique très longtemps. Et une deuxième question, juste parce que comme on a l'impression avec ce pic monoclonal que la moelle est quand même impliquée, est-ce que vous savez s'il y a eu des dosages, je ne sais pas, d'autres marqueurs comme de l'EPO, vous parliez de l'IL2, moi j'étais plus... Pas à ma connaissance, et des fonctions cérébrales non plus, je ne pense pas qu'il y en ait eu. Mais Alors, ici, c'est pas de la méthémoglobine, hein. Là, c'est dans les trucs où tu vas au congrès. Ah bon. En fait, dans le cas de MGUS, on sait que dans des maladies chroniques, les inflammations, les infections chroniques peuvent favoriser la présence d'un pic monoclonal. Est-ce que réellement, dans ce cas, il n'y a pas déjà une inflammation chronique qui existe, qui favorise la présence de ce petit pic monoclonal dans les cadres de insuffisance rénale et présence d'un pic monoclonal? Ce sont des diagnostics extrêmement difficiles. On ne trouve jamais une certitude à 100%. Est-ce que c'est vraiment le rein qui était responsable de produire cette histoire-là? C'est un petit peu difficile. vu ce qui est rapporté dans des autres séries et pour notre autre patiente, c'était vraiment un MGUS tout à fait sans aucun Chronique, classique, oui. classique, sans aucune réaction inflammatoire autre, pas de maladie auto-immune, pas d'autres aspects. Ici, le pic n'était pas très impressionnant, plus. hein. Donc, c'était Non. un mini pic. Alors, comment est-ce que les gamma-globulines pourraient agir si on fait référence aux maladies auto-immunes pour lesquelles les gamma-globulines sont recommandées? Il y a un effet, je dirais, non spécifique des gamma-globulines sur la synthèse des anticorps. Et donc, on pense actuellement, quoi, le truc est pas plus complexe que ça, qu'une des façons d'agir serait d'inhiber la sécrétion des autres gamma-globulines, dont celui qui pourrait être responsable au travers du MGUS. Bon, ça, c'est un point. L'autre point, c'est de savoir dans ces gammopathies de signification clinique, est-ce qu'on n'a pas intérêt, c'est vrai que c'est des traitements lourds, à essayer de tuer ce clone. Alors, je sais bien, les hématos, ils aiment bien tuer des clones quand ils sont vraiment très malins, parce que sinon, le rapport gain et effet secondaire est défavorable. Mais chez quelqu'un qui aurait déjà fait un épisode de fuite capillaire qui aurait un MGUS, on aurait quand même envie de remettre ces nouvelles molécules qu'on donne dans le myélome et qu'on peut donner aussi dans l'amyloïdose. Bref, lorsqu'il y a un composé monoclonal qui fait quand même du tort au patient. Ça pourrait... je sais pas. C'est vrai, mais c'est toujours, ça reste des décisions très, très difficiles de mettre la relation entre cette anomalie et le MGUS et ce qui arrive déjà dans le cas des cas qu'on connaît relativement, par exemple, une insuffisance rénale. Ce n'est pas souvent des insuffisances rénales très, très sévères. C'est souvent quelqu'un qui a 1,5, qui démontre 1,6 de créatinine, de décider de lui imposer des traitements, des chimiothérapies. Ça reste des traitements lourds, immunosuppresseurs, qui on peut favoriser d'autres infections. Est-ce qu'on gagne réellement? Ça reste vraiment très difficile à déterminer. Tu n'as rien vu? Donc, moi, je n'ai pas revu la Non, récente. Tu n'as rien vu il n'y a là-dessus? rien de. Mais encore une fois,
on est sur les grandes séries. Les Américains, ils ont 60 patients vivants et les Français, Européens, ils ont 70-80 patients vivants. Donc, on n'a pas 50 000 possibilités thérapeutiques, là. Est-ce que la plasmaphéreuse aurait pu aider ou le cytosorbe La plasmaphéreuse, c'est arrivé à... Donc, les cytosorbes a été tenté sans aucun succès, à raison ou à tort. Donc, pour essayer de moduler les cytokines inflammatoires et d'éliminer, pas l'IL-2, mais toutes les... Donc, on avait fait effectivement ça et ça n'avait pas marché chez cette patiente. Dans la littérature, ça n'est pas forcément décrit non plus parce qu'il n'y a pas assez de cas par rapport à ça. Et pour ce qui est de la plasmaphéreuse, pour le MGUS, tu vas agir, mais est-ce qu'on n'arrive pas trop tard par rapport à ça? C'est ça la question. C'est si tu déclenches quelque chose et que la fuite capillaire est là, est-ce que c'est encore tes immunoglobulines qui auraient pu favoriser quelque chose qui sont en train de léser l'endothélium, ou bien tu as simplement poussé sur le bouton parce que tu as enclenché une réaction la veille ou l'avant-veille de venir à l'hôpital, et puis une fois que tu as enclenché ta réaction, tu es parti dans les conséquences et que tu ne sais plus moduler quoi que ce soit. Donc, au final, quand on voit l'effet prophylactique des gamma-globulines, si on doit avoir un message, mais c'est voilà, c'est dire quand on suit un MGUS, généralement on le suit en disant oui, est-ce qu'il ne va pas développer un myélome? C'est ça, finalement, le suivi, c'est d'être attentif à des petits trucs que le patient pourrait raconter. Un peu d'œdème, un peu de ceci, un peu de cela, mes membres ont gonflé, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Et donc, et puis l'hématocritiens, ce qu'on regarde, c'est de voir qu'il ne chute pas parce qu'il y a un myélome qui se développe, mais être attentif si l'hémoglobine qui était à 14 se retrouve à 16, d'être attentif à ce moment-là pour engager, s'il faut bien dire, une très très faible proportion de patients qui ont un MGUS, mais dans ces cas-là, éventuellement, songer à une fuite capillaire fruste et donc induire un traitement prophylactique aux gamma-globulines. Après, il faudra les obtenir, c'est autre chose. En fait, si on considère que ce sont des IgG qui sont responsables, plasmaphéreuse n'est pas très efficace pour les IgG parce qu'une grande partie des IgG se retrouvent en milieu extravasculaire, beaucoup plus qu'en intravasculaire. OK, bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci aux intervenants et à la semaine prochaine.